intervention rapide. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous apporte le salut de votre union interprofessionnelle, l'UNSA, dont vous êtes membre par l'intermédiaire de votre fédération, l'UNSA Éducation. Un petit mot sur l'UNSA, parce que c'est peut-être pas votre pain commun de tous les jours, de parler de notre action interprofessionnelle. L'UNSA, vous savez que c'est une organisation jeune. Elle est née il y a 20 ans, tout rond cette année. C'est très jeune pour l'organisation syndicale, avec une volonté de rassembler le syndicalisme réformiste qui n'était pas confédéré et de contribuer à rassembler plus largement le syndicalisme réformiste dans notre pays, de façon à faire avancer concrètement les intérêts des salariés. Alors, de cette UNSA des débuts, il y a 20 ans, à l'UNSA d'aujourd'hui, au moment où je parle, pas mal d'eau a coulé sur les ponts. Il y a une date qui est une date décisive, c'est la date du 20 août 2008. C'est la loi qui a modifié les critères de représentativité dans le secteur privé. Vous en connaissez un dérivé avec la loi de juillet 2010, qui grosso modo a retranscrit les choses dans le secteur public. En modifiant les critères de représentativité, on a permis à l'UNSA de se présenter au suffrage des salariés dans les entreprises, alors que jusqu'avant, l'UNSA a une autre caractéristique, elle avait le record de France, triste record, du nombre de procès qui lui avaient été faits. Nous avons dépassé 1400 procès en représentativité avant août 2008. Il fallait attendre entre une semaine et 2 mois avant que, lorsqu'on crée une section syndicale d'UNSA dans une entreprise, on soit assigné dans les tribunaux. Vous vous doutez que ce sont des conditions idéales pour développer le syndicalisme. Dans le secteur public, ce n'est pas toujours facile d'être syndicaliste. Dans le secteur privé, c'est parfois très difficile. Quand en plus on est l'objet d'attaques devant les tribunaux, enfin ceux qui survivent d'ailleurs, ça en fait des militants qui ont l'âme bien trempée. L'UNSA d'aujourd'hui, c'est grosso modo 220 000 adhérents. C'est les 2 tiers qui se trouvent dans le secteur public. Quand je dis le secteur public, c'est la fonction publique, comme vous, fonctionnaires d'État, fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires hospitaliers. Dans ces secteurs-là, nous sommes représentatifs. Je ne vais pas vous dire que vous êtes numéro 2 à l'éducation nationale, je ne vais pas vous dire que vous êtes numéro 1 à notre fédération de renseignement supérieur. Pas la peine de vous dire que toujours avec votre fédération et ses syndicats, vous êtes numéro 1 dans l'ancien secteur dit de la jeunesse et des sports. Les appellations sont un peu variées. Je peux vous dire peut-être que nous sommes l'UNSA numéro 1 au ministère des Affaires sociales. Je peux vous dire que nous sommes numéro 2 au ministère du Travail. Je peux peut-être vous dire aussi que nous sommes numéro 3 au ministère de l'Intérieur. Peut-être qu'il vous importe aussi de savoir que nous sommes numéro 2 au ministère de la Défense, etc., etc. Je parle là pour la partie fonction publique d'État. Je vous ai dit que nous étions représentatifs dans la fonction publique territoriale, les employés municipaux, des conseils régionaux, des conseils généraux. Et nous y sommes en considérable développement, ce qui nous pose un problème. Nous avons un problème de croissance et de crise de croissance dans ce secteur. Il vaut mieux avoir ce genre de problème à résoudre que le contraire, ça change un peu. Et nous sommes aussi, plus faiblement, il est vrai, implantés dans la fonction publique hospitalière. Mais l'UNSA, c'est aussi désormais plus d'1 tiers d'adhérents qui sont implantés dans le secteur privé, qui sont des salariés de droit privé. Alors, il y a un certain nombre d'entreprises que vous connaissez, Total, DCNS, Areva, les industries électriques et gazières, Hewlett-Packard, ST Microélectronique, Air France, IBM, etc., etc. Autant d'entreprises dans lesquelles existent des syndicats UNSA. Nous sommes numéro 1 à IBM, nous sommes numéro 1 à SFR, nous ne sommes pour rien dans le bug qui est intervenu, qui a affecté Pôle emploi récemment, avec syndicats en tout cas. Nous sommes numéro 3 à Air France, nous sommes représentatifs sur Aéroport de Paris, nous sommes représentatifs dans la plus grande entreprise d'Île-de-France qui s'appelle Euro Disney, dans des conditions de développement du syndicalisme difficiles, une entreprise américaine, vous le savez, etc., etc. Nous sommes représentatifs dans le secteur des banques assurances, dans le secteur des préventions et de la sécurité, dans les secteurs des transports. Vous avez peut-être pris le train pour venir ici, il y avait une chance pour que ce soit un contrôleur UNSA ou peut-être un conducteur UNSA qui vous ait amené jusqu'ici. Nous sommes numéro 2 à la SNCF. Nous sommes, si vous avez pris le métro, c'était probablement un conducteur qui a voté UNSA qui vous a amené ici. Nous sommes numéro 2 à la RATP, mais numéro 1 désormais dans le métro, dans les bus et dans le RER. Ce qui vous explique pourquoi, quand nous n'appelons pas à faire grève, en général, il n'y a pas de grève dans ces secteurs désormais. Bref, je ne vais pas vous
tout vous énoncer ce qui est la réalité d'une UNSA, qui est une organisation jeune, mais qui est en plein développement, et principalement dans le secteur privé, puisque c'est un secteur de mission désormais pour nous. Alors, 2 mots sur la situation générale dans laquelle vous tenez votre congrès. Laurent l'a évoqué. Nous ne sommes pas sortis de la crise qui maintenant nous poursuit depuis 5 ans. 5 ans de la plus grave crise que le monde capitaliste ait connue, nous y avons eu droit. Une crise qui a une quantité industrielle de caractéristiques. Elle est nationale, elle est européenne, elle est mondiale. Et même si nous avons quelques signaux positifs, et dans les temps qui courent, ne boudons pas les signaux positifs, je crains bien que nous ne puissions pas dire que nous sommes sortis durablement, ou que nous voyons durablement en tout cas, le bout du tunnel. Les signaux positifs, vous les connaissez, les chiffres de croissance exceptionnellement bons au second trimestre de l'année 2013, plus 0,5%, ça a surpris tout le monde d'ailleurs, y compris nous, mais j'aime ce genre de surprise, on en redemande. Ça nous a permis de sortir de la récession, c'est-à-dire 2 trimestres de suite de croissance négative, et ça peut laisser espérer que sur l'ensemble de l'année 2013, on aura une croissance globalement positive, faible, puisque le débat c'est de savoir si on fera plus 0,1 ou plus 0,2 peut-être, en fonction de ce que nous donneront les résultats des trimestres en cours. Il vaut mieux avoir du plus que du moins, certes, mais ça veut dire que nous restons dans une situation où l'activité économique est étale, elle est étale en France, elle est difficile, et avec des situations encore pires dans un certain nombre de pays européens, et on reste, y compris au niveau international d'ailleurs, même s'il y avait avant le blocus qui vient d'intervenir depuis hier aux États-Unis, même s'il y a quelques signes de reprise de l'activité économique aux États-Unis qui sont intéressants, on voit aussi, à contrario, un certain tassement dans les pays émergents qui sont les principaux pays qui tirent la croissance au plan international. Si je vous dis ça, c'est pas pour faire savant, je ne sais pas trop quoi, je m'en contrefous. Si je vous dis ça, c'est parce que les conséquences de cette situation-là, par rapport à l'activité que nous développons en matière syndicale, sont des conséquences évidemment extrêmement graves, importantes, et nous donnent des responsabilités syndicales si on souhaite améliorer concrètement les choses. La principale conséquence, vous le savez, c'est le développement ininterrompu du chômage. Là aussi, les chiffres sont un peu meilleurs pour le mois d'août, et c'est bien. Nous ne boudons pas notre plaisir quand on voit qu'il y a une légère amélioration sur le front notamment du chômage des jeunes, beaucoup parce que le système des emplois aidés, notamment ce qu'on appelle les emplois d'avenir, commence à prendre pied, et nous nous battons là où nous existons syndicalement pour faire en sorte que ces emplois se développent. Nous préférons des emplois aidés, qui est un traitement social du chômage, mais qui est quand même une situation dans laquelle des jeunes travaillent, paient des cotisations sociales, peuvent avoir accès éventuellement à une formation quand on se bat pour, plutôt qu'une situation dans laquelle plus de 25% des jeunes salariés en France, enfin, des jeunes actifs en France est au chômage. Il faut savoir à un moment donné si on est là pour pleurer ou pour agir, et dans une situation qui est celle que j'ai décrite, si on attend bêtement que la reprise intervienne, on les attend un peu longtemps, et surtout avec des dégâts sociaux qui sont des dégâts sociaux considérables. Alors nos tâches syndicales dans ce contexte-là, c'est d'être efficace, d'être réaliste, c'est-à-dire d'affronter les difficultés, de ne pas les nier, mais d'essayer dans ce cadre-là, d'abord de sauver les meubles. Le syndicalisme est là pour ça. Lorsque l'incendie est déclaré, vous pouvez faire des thèses, c'est très intéressant. Ce qui est plus efficace dans l'immédiat, c'est de sauver le maximum de vie, de sauver le maximum de matériel, et c'est comme ça qu'on fait. Notre urgence syndicale à nous, surtout dans les entreprises où nous sommes confrontés à des situations très difficiles pour prendre l'emploi, c'est d'essayer de faire en sorte d'être efficace, de prioriser le maintien dans l'emploi, parce qu'on sait tous que dans les chiffres du chômage en particulier, le plus inquiétant, c'est surtout la persistance et l'augmentation du chômage de longue durée. Et plus on est exclu depuis longtemps du marché du travail, plus il est difficile d'y revenir. C'est pour ça qu'il faut traiter ces situations-là. Et il faut en même temps essayer de faire en sorte de maintenir le plus possible les gens sur le contrat de travail, sur le marché de l'emploi, parce que c'est aussi du gain lorsque l'activité économique reprendra, ou parce qu'elle va bien finir par reprendre. Autre chose très importante, c'est la situation toujours persistante des déficits publics, des déficits des comptes publics. Vous savez que les déficits des comptes publics, ce sont tous les déficits qui affectent la protection sociale dans son ensemble. Il n'y a pas une caisse de sécurité sociale qui ne soit pas en déficit aujourd'hui. Vous en avez entendu parler pour les retraites. Ça m'a occupé
beaucoup de temps pendant ces derniers mois avec la loi sur la réforme des retraites. Notre priorité syndicale, et nous l'avons fait en votre nom, parce que pour nous c'était un dossier interprofessionnel qui concernait tous les salariés, du secteur privé comme du secteur public. Notre priorité, c'était de ne pas nier les déséquilibres des caisses et les déficits. Déficit, c'est important, surtout dans un système de retraite par répartition, c'est-à-dire où les cotisations des actifs servent à payer les retraités. On paie les retraites directement. Si vous avez un déficit, très rapidement, vous vous exposez à une situation que je ne vous souhaite pas, mais que vous connaissez peut-être, des difficultés bancaires. Derrière, si on laisse faire, c'est pas très compliqué, la nature ayant horreur du vide, ce sera vite rempli. Et avec des dégâts qui sont des dégâts irrémédiables, pour les plus en difficulté de nos concitoyens, la fameuse société à plusieurs vitesses dans laquelle nous vivons déjà, imaginez ce qu'elle serait si les dernières digues sociales de solidarité sautaient. Dans ces digues, il y a la protection sociale, il y a les services publics qui ouvrent pas simplement du boulot pour les fonctionnaires, ce qui n'est pas négligeable, mais surtout qui ouvrent un accès à une égalité de droits pour tous nos citoyens, pour tous nos concitoyens, et notamment un accès à des droits sociaux pour toute une série d'entre eux. Alors les plus riches et les plus introduits dans les milieux les plus cultivés s'en sortent toujours par des biais divers et variés, mais les plus en difficulté sont celles et ceux sans lesquels, sans ces services collectifs, sans ces éléments de solidarité, plongeraient définitivement avec une société, et je ne dis pas ça pour nous coller la trouille, avec une société très différente de celle dans laquelle nous vivrions aujourd'hui. Dernière chose, parce qu'il faut que je conclue, je vois bien, excusez-moi, voilà. C'est quand même dans ce cadre-là, bon, pour celles et ceux qui me connaissent, il se trouve que je parle encore un peu le Volapük, l'éducation nationale, puisque je suis professeur des écoles à l'origine, et j'ai exercé quelques responsabilités syndicales dans un syndicat, dans une fédération que vous connaissez bien. Depuis que j'occupe des fonctions au niveau interprofessionnel, je me suis un peu éloigné des questions d'éducation, ou tout au moins, je les vois d'un autre point de vue, c'est-à-dire d'un autre lieu d'observation. Je suis beaucoup plus confronté, moi, à des drames sociaux aujourd'hui qu'il faut traiter, sur lesquels il faut trouver solution. Et je me dis, moi, avec mon regard de prof des écoles et de professionnel de l'éducation quand même, que derrière ces drames sociaux, c'est beaucoup des drames d'éducation que je regarde. Et quand je reviens, le professionnel de l'éducation, quand j'ai assisté au titre de l'UNSA aux états généraux qui se sont déroulés à la Sorbonne pour préparer la refondation de l'école, j'ai forcément eu le regard, je vous le dis, de quelqu'un qui remettait pied dans sa maison d'origine, mais au titre d'une union interprofessionnelle cette fois-ci, et je me suis dit, oh là là, c'est terrible ce que j'entends là, c'est terrible ce regard fermé, c'est terrible ce que je vois là, et moi j'avais en tête, parce que j'en sortais, et j'allais y retourner, sur les PSE, c'est-à-dire les plans de sauvegarde de l'emploi, dans laquelle parfois, il faut avoir le courage syndical de dire que défendre l'emploi, ce n'est pas forcément défendre les emplois. Je vais vous prendre deux cas précis. La semaine dernière, il y avait deux organisations de l'UNSA qui prenaient leur congrès. Il y avait par exemple notre fédération de l'UNSA Poste. Et à la Poste, grande entreprise encore publique que vous connaissez, une des principales activités pendant des décennies de la Poste, c'était la distribution du courrier. La Poste est frappée de plein fouet par l'évolution des technologies, développement d'Internet. L'activité de courrier chute. C'est encore le principal gisement d'emploi dans cette entreprise, celles et ceux qui travaillent au service du courrier. Quelle réponse syndicale est-ce que vous mettez en place? Est-ce que c'est une réponse qui consiste à dire maintenant contre vents et marées le fait qu'il y a toujours du courrier distribué même si ça chute? Ou est-ce que le courage syndical, c'est d'essayer de faire en sorte que cette entreprise et ses salariés, et pour nous c'est le plus important, soient en capacité de se reconvertir, de diversifier ses activités? Je vous cite ça comme ça, vous connaissez cette entreprise, la FNAC, qui ne connaît pas la FNAC. La FNAC était sur un cœur de métier qui s'est cassé la gueule. Alors vous avez Virgin qui était sur la même dynamique. Virgin, c'est pas très compliqué, entreprise anglo-saxonne, où les relations sociales sont extrêmement développées. L'entreprise a fermé, autant de fermetures, autant de chômage net. La FNAC s'est un peu plus évoluée, quoique, on vient d'annoncer le licenciement de 120 disquaires. Écoutez, on ne vend plus de CD, il n'y aura plus de disquaires à la FNAC.
Et les 120 personnes, le but n'est pas de défendre 120 disquaires qui n'auront pas de boulot, sauf à penser qu'on va désormais payer les gens à ne rien faire, ce qui est une possibilité, mais assez peu compatible avec la réalité économique dans laquelle nous vivons. Donc je vous dis ça parce que les questions d'éducation dans ce cadre-là ne sont pas des questions simplement de coup de chapeau donné aux principes républicains. La question de l'insertion citoyenne, de l'insertion personnelle, culturelle, c'est une donnée fondamentale de l'éducation. Mais la question de l'insertion professionnelle, c'est les 3/4 des dossiers que nous traitons au niveau interprofessionnel. Nous allons discuter d'une grande loi avec le ministre du Travail, qui va être une loi sur la formation professionnelle. Moi, j'avais bien éduqué l'éducation nationale et dans ma fédération. J'avais toujours en tête cette notion de formation tout au long de la vie. J'en mesurais bien la portée intellectuelle. J'en mesure aujourd'hui la portée pratique. Dans toutes les situations que je vous décris, la capacité à retrouver du boulot, la capacité à trouver du boulot, la capacité à évoluer dans le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous vivrons demain, ce sera la capacité des salariés à pouvoir bénéficier d'un capital formation dans laquelle la formation initiale est décisive, le socle commun, les pistes menues que j'ai entendu dire avec un mépris social d'ailleurs, caractéristique de certaines et de certains, que c'était le SMIC éducatif, c'est ces gens qui touchent plusieurs fois le SMIC en général, d'ailleurs qui crachent sur le SMIC. Nous, on ne fait pas que dans le misérabilisme à l'UNSA, on s'invite des cadres, etc., qui touchent un peu plus le SMIC, et heureusement. Enfin, quand on se bat, nous, pour essayer de faire évaluer le SMIC, on sait un peu ce que ça veut dire. Le SMIC culturel, comme ils disent, c'est parfois tout ce qui manque dans toutes les situations. Vous avez ces drames sociaux que j'évoque. Une usine ferme, vous avez des gens qu'il va falloir reconvertir, il n'y aura plus d'activité parfois dans ce secteur industriel. C'est des gens qui ont 40, 50 ans, qui n'ont jamais vu